Depuis 2 millénaires, la question de la sépulture de Cléopâtre VII constitue l'une des énigmes les plus persistantes de l'archéologie méditerranéenne. Les sources antiques mentionnent une tombe somptueuse, érigée à la hâte dans les derniers jours du royaume ptolémaïque, quelque part dans la région d'Alexandrie. Pourtant, aucune fouille n'a jamais permis de localiser cette sépulture avec certitude. Les théories se sont accumulées pendant des décennies, pointant vers des sites côtiers engloutis, des nécropoles désertiques ou des complexes souterrains encore inexplorés. En 2022, une équipe internationale dirigée par l'archéologue égyptienne Kathleen Martinez a mis au jour, sous le temple de Taposiris Mania, un tunnel taillé dans la roche à plusieurs mètres de profondeur. Cette découverte a immédiatement relancé le débat. S'agit-il d'une simple infrastructure hydraulique ou d'un corridor funéraire menant vers la dernière demeure de la dernière reine d'Égypte ? La mort de Cléopâtre VII survient en août 30 avant notre ère, dans des circonstances que les historiens antiques décrivent avec des détails contradictoires. Plutarque, écrivant plus d'un siècle après les faits, affirme qu'elle se donna la mort dans son mausolée personnel, une structure qu'elle avait fait ériger elle-même à proximité du palais royal d'Alexandrie. Suétone et Dion Cassius confirment l'existence de ce monument sans en préciser la localisation exacte. Ce que toutes les sources s'accordent à reconnaître, c'est que la reine fut inhumée aux côtés de Marc-Antoine, selon ses propres instructions transmises à Octave, qui les respecta. Mais l'emplacement précis de cette tombe n'a jamais été documenté avec suffisamment de précision pour guider les recherches archéologiques modernes. Le problème commence avec Alexandrie elle-même. La ville fondée par Alexandre le Grand en 330 et 1 avant notre ère a subi des transformations urbaines continues pendant 20 siècles. Les tremblements de terre du IVe siècle de notre ère, les raz-de-marée successifs, les reconstructions byzantines, arabes puis ottomanes ont profondément reconfiguré la topographie du site. Le quartier royal antique, connu sous le nom de Brucheion, est aujourd'hui en grande partie immergé sous les eaux de la baie d'Aboukir et du port et d'Alexandrie. Les fouilles sous-marines, menées depuis les années 1990 par Franck Gaudiot, ont permis de localiser des structures palatiales et des vestiges monumentaux engloutis. Mais aucun complexe funéraire royal n'a été formellement identifié parmi ces découvertes. Ce contexte de destruction et d'immersion partielle du site originel a conduit plusieurs chercheurs à envisager que la tombe de Cléopâtre n'était pas située dans le périmètre urbain d'Alexandrie, mais dans un lieu distinct, choisi délibérément pour des raisons religieuses ou stratégiques. Cette hypothèse repose sur un élément textuel précis. Strabon, géographe grec contemporain des événements, décrit le mausolée de Cléopâtre comme une construction remarquable par son exécution et sa richesse, sans toutefois indiquer clairement sa position par rapport aux autres monuments de la ville. L'ambiguïté de ce passage a alimenté des interprétations divergentes pendant des générations d'historiens. À cela s'ajoute un problème de continuité documentaire. Après la conquête romaine de l'Égypte, la mémoire institutionnelle de la monarchie ptolémaïque fut progressivement effacée. Rome n'avait aucun intérêt à préserver le culte d'une reine qui avait représenté la résistance à son autorité. Les temples ptolémaïques furent en partie réaffectés, les inscriptions royales parfois martelées, et les pratiques funéraires associées à la dynastie disparurent avec elles. Il en résulte une lacune documentaire considérable pour la période immédiatement postérieure à 30 avant notre ère, précisément au moment où la tombe de Cléopâtre aurait pu faire l'objet d'entretiens ou de mentions administratives. Les fouilles terrestres à Alexandrie ont également été limitées par l'occupation continue du site. La ville moderne recouvre directement les couches archéologiques antiques. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe sur urbain. Les sondages réalisés lors de travaux de construction ont livré des fragments significatifs, colonnes, chapiteaux, mosaïques, monnaies ptolémaïques, mais jamais de structure funéraire royale complète. Cette accumulation d'obstacles méthodologiques explique pourquoi la question de la tombe de Cléopâtre est restée sans réponse malgré l'intensité de l'intérêt scientifique qu'elle a suscité. C'est dans ce contexte de blocage archéologique qu'il faut comprendre le tournant représenté par les travaux à Taposiris Magna. Le site se trouve à environ 45 km à l'ouest d'Alexandrie, sur une bande de terre entre la mer Méditerranée et le lac Mariout. Il s'agit d'un complexe religieux dédié au culte d'Osiris dont le nom grec signifie littéralement « Grande tombe d'Osiris ». Ce n'est pas un site
secondaire ou marginal dans la géographie religieuse de l'Égypte ptolémaïque. C'est un centre cultuel d'importance régionale, entretenu et développé sous plusieurs règnes de la dynastie de Lagide. Kathleen Martinez, archéologue dominicaine travaillant sous l'égide du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a commencé à fouiller ce site au début des années 2000 avec une hypothèse précise. Cléopâtre, qui se présentait publiquement comme une incarnation de la déesse Isis, aurait pu choisir d'être inhumée dans un sanctuaire dédié à Osiris, époux mythologique d'Isis, plutôt que dans le périmètre palatial d'Alexandrie. Cette logique théologique n'est pas arbitraire. Elle s'appuie sur des pratiques documentées dans l'Égypte pharaonique, où l'identification du souverain défunt à Osiris constituait le fondement même de la théologie funéraire. Pour une reine qui avait fait de cette identification un instrument politique central de son règne, le choix d'un site osirien aurait possédé une cohérence symbolique forte. Les premières années de fouilles ont livré des résultats encourageants mais non décisifs. Des monnaies à l'effigie de Cléopâtre, des bustes représentant Marc-Antoine et la reine, des masques funéraires en or. Ces objets établissent une connexion entre le site et la dernière période ptolémaïque, sans prouver la présence d'une sépulture royale. C'est la découverte du tunnel en 2022 qui a modifié l'échelle de l'investigation. Taposiris Magna n'est pas un site choisi au hasard dans la géographie archéologique de l'Égypte du Nord. Sa fondation remonte à la période ptolémaïque ancienne, vraisemblablement sous Ptolémée de Philadelphe au IIIe siècle avant notre ère, dans le cadre d'un programme de développement religieux et économique de la côte méditerranéenne égyptienne. Le complexe comprenait un temple principal dédié à Osiris, une enceinte fortifiée en calcaire, des dépendances cultuelles et un phare dont les vestiges sont encore partiellement visibles. La position géographique du site, sur l'isthme entre la mer et le lac, lui conférait un rôle à la fois religieux et commercial dans le réseau des établissements côtiers de la région. Ce qui distingue Taposiris Magna des autres sanctuaires osiriens de la région, c'est la permanence de son utilisation sur une longue durée. Des inscriptions et des dépôts votifs attestent d'une activité cultuelle continue depuis l'époque ptolémaïque jusqu'à la période romaine tardive. Ce type de continuité est significatif. Il indique que le site jouissait d'une légitimité religieuse durable, indépendante des changements dynastiques et politiques. Un sanctuaire capable de maintenir son attractivité à travers plusieurs siècles représentait, pour une souveraine soucieuse de sa postérité religieuse, un cadre potentiellement plus stable qu'un mausolée attaché à un complexe palatial susceptible d'être réaffecté ou détruit par un conquérant. La question du choix délibéré du site par Cléopâtre elle-même repose sur plusieurs éléments convergents. Le premier est d'ordre iconographique. Parmi les objets récupérés lors des fouilles des 2 dernières décennies figurent des représentations de la reine adoptant les attributs d'Isis, la couronne hathorique, le sceptre de papyrus, le nœud tiers. Cette iconographie n'est pas anodine dans un contexte osirien. Elle suggère que le site était perçu ou utilisé comme un espace de connexion entre le pouvoir royal et le cycle mythologique osirien. La présence de ces représentations à Taposiris Magna ne prouve pas que Cléopâtre y fut inhumée, mais elle établit que le site était associé à sa personne de son vivant ou peu après sa mort. Le deuxième élément est d'ordre topographique. Les fouilles ont mis en évidence la présence de plusieurs structures funéraires dans l'enceinte du temple, certaines datant de la période ptolémaïque tardive. Ces sépultures, bien que modestes par leur taille, indiquent que l'espace était utilisé à des fins funéraires, ce qui est de cohérent avec la fonction osirien du site. Dans la théologie égyptienne, Osiris est non seulement le dieu des morts, mais aussi le garant de la résurrection. Un temple qui lui est dédié constitue naturellement un espace où la mort et le passage vers l'au-delà sont rituellement gérés. Il serait donc logique, dans cette perspective, que les membres de l'élite ptolémaïque aient cherché à être inhumés à proximité de ce sanctuaire. Le troisième élément est d'ordre stratégique. Alexandrie, en 30 avant notre ère, était une ville en cours de conquête militaire. Octave et ses légions approchaient. Dans ce contexte, le transfert des préparatifs funéraires vers un site extérieur à la ville, plus discret et plus facilement sécurisable, aurait représenté une décision pragmatique. Plutarque mentionne que Cléopâtre, dans ses derniers jours, réunit ses trésors dans son mausolée et menaça de les incendier si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Cette anecdote révèle qu'elle contrôlait un espace funéraire préparé à l'avance, suffisamment vaste pour contenir des quantités importantes de richesses.
Un mausolée de cette dimension, intégré au tissu urbain dense d'Alexandrie, aurait été difficile à sécuriser face à une armée romaine en progression. L'hypothèse d'un site extérieur à Alexandrie est également soutenue par des parallèles dans d'autres contextes dynastiques. Plusieurs souverains hellénistiques ont choisi d'être inhumés dans des sanctuaires religieux éloignés de leur capitale politique. Les rois de Pergame, les souverains séleucides de certaines périodes, et même certains pharaons du Nouvel Empire ont dissocié leur capitale administrative de leur lieu de sépulture. Cette dissociation pouvait répondre à des impératifs théologiques, mais aussi à des considérations pratiques liées à la sécurité et à la pérennité de la sépulture. Ce que les fouilles de Taposiris Magna ont progressivement révélé, c'est la complexité architecturale d'un site qui dépasse ce que l'on attendrait d'un simple temple régional. Les relevés effectués sous l'enceinte ont montré l'existence de niveaux souterrains superposés, de couloirs taillés dans le calcaire naturel et d'espaces pochines fermés dont la fonction n'a pas encore été déterminée. Cette complexité souterraine est inhabituelle pour un sanctuaire de taille moyenne. Elle suggère que le site a fait l'objet d'investissements architecturaux significatifs à une période encore indéterminée, et que sa fonction effective dépassait peut-être le cadre du culte public. La découverte du tunnel en 2022 s'inscrit dans cette logique d'accumulation progressive d'indices. Il ne s'agit pas d'une trouvaille isolée, mais de l'élément le plus spectaculaire d'une série de données archéologiques qui, prises ensemble, dessinent un tableau de plus en plus complexe. Le tunnel lui-même, avec ses dimensions, son orientation et ses caractéristiques techniques, pose des questions auxquelles les explications fonctionnelles standards peinent à répondre de manière satisfaisante. C'est précisément là que l'investigation prend une dimension nouvelle. Le tunnel découvert sous Taposiris Magna présente des caractéristiques dimensionnelles et techniques qui ont immédiatement attiré l'attention des spécialistes de l'architecture souterraine antique. Selon les relevés publiés par l'équipe de Martinez en collaboration avec des ingénieurs égyptiens, la structure mesure approximativement 1,30 m de hauteur pour une largeur d'environ 1,20 m. Elle s'étend sur une longueur déjà documentée de plusieurs centaines de mètres, dont une partie significative se prolonge au-delà de la zone actuellement fouillée, vers la mer Méditerranée. Cette trajectoire en direction de la côte constitue l'un des éléments les plus intrigants de la découverte, car elle implique que le tunnel traverse des strates géologiques variées sur une distance considérable. La profondeur à laquelle le tunnel a été creusé varie selon les sections explorées. Dans les parties les mieux préservées, le plafond se trouve à environ 13 mètres sous le niveau du sol actuel. Cette profondeur est supérieure à ce que nécessiterait une infrastructure purement hydraulique dans ce contexte géographique. Le lac Mariou, situé au sud du site, et la nappe phréatique côtière fournissent des contraintes hydrologiques précises qui permettent aux ingénieurs d'évaluer la fonction potentielle d'une structure souterraine à cette profondeur. Les résultats de cette analyse sont ambivalents. Le tunnel pourrait théoriquement fonctionner comme un collecteur d'eau ou un drain, mais ses dimensions et sa profondeur excèdent ce qui est habituellement observé dans les installations hydrauliques ptolémaïques comparables. Des comparaisons ont été établies avec le tunnel de Palinos à Samos, ouvrage d'ingénierie hydraulique du VIe siècle avant notre ère, et avec les aqueducs souterrains de Pergame. Ces structures partagent avec le tunnel de Taposiris Magna une technique de creusement dans le substrat rocheux calcaire, mais leurs dimensions et leur configuration interne diffèrent notablement. Le tunnel de Samos, par exemple, présente une section de creusement liée à la nécessité de faire passer un conduit d'eau avec une tranchée inférieure taillée spécifiquement pour le pipeline. Le tunnel de Taposiris Magna ne présente pas cette division interne caractéristique des ouvrages hydrauliques. Son profil est uniforme, ce qui le rapproche davantage des couloirs de circulation que des conduites d'eau. La direction générale du tunnel a été déterminée par plusieurs méthodes complémentaires. Les relevés topographiques directs, réalisés dans les sections accessibles, ont été complétés par des mesures géophysiques effectuées depuis la surface. Ces mesures ont permis de tracer une trajectoire approximative qui oriente le tunnel non seulement vers la côte, mais également en direction d'une zone spécifique du rivage où les chercheurs ont identifié des anomalies sismiques correspondant potentiellement à des cavités artificielles submergées. Cette convergence entre la direction du tunnel terrestre et les anomalies détectées en mer a conduit l'équipe de Martinez à formuler l'hypothèse d'une structure continue, dont une partie serait aujourd'hui immergée à la suite des modifications du trait de côte survenues depuis l'Antiquité.
Le phénomène de submersion partielle du littoral nord égyptien est documenté depuis plusieurs décennies. Les études géomorphologiques et les données de carottage sédimentaire indiquent que le niveau de la mer Méditerranée dans cette région a connu des variations significatives au cours des 2 derniers millénaires, combinées à un affaissement tectonique du delta du Nil. Les estimations les plus récentes suggèrent que la ligne de côte actuelle se trouve entre 2 et 4 mètres au-dessus du niveau marin de l'époque ptolémaïque, mais que l'affaissement du substrat a simultanément immergé des zones qui étaient alors émergées. Le résultat net de ces deux processus opposés est une configuration côtière actuelle qui ne correspond pas à la géographie littorale de Trente avant notre ère. Des structures construites à proximité de la côte à cette époque peuvent donc se trouver aujourd'hui soit légèrement émergées à une altitude différente, soit partiellement ou totalement immergées selon leur position exacte. Cette dynamique géomorphologique est directement pertinente pour l'interprétation du tunnel. Si la structure s'étend effectivement jusqu'à la zone côtière et si cette zone a subi un affaissement depuis l'Antiquité, alors une partie du tunnel pourrait se trouver sous le niveau actuel de la mer. Les plongeurs de l'équipe de Martinez ont exploré les zones littorales adjacentes au site et ont signalé la présence de structures maçonnées immergées à faible profondeur, dont certaines semblent alignées avec la direction générale du tunnel terrestre. Ces observations restent préliminaires et n'ont pas encore fait l'objet d'une publication détaillée dans une revue à comité de lecture, mais elles constituent un élément d'investigation supplémentaire. La technique de creusement elle-même mérite une analyse précise. Les parois du tunnel présentent des traces d'outils métalliques correspondant aux ciseaux et aux pics utilisés dans la taille de la pierre à l'époque hellénistique et ptolémaïque. La régularité des marques de taille indique un travail organisé, réalisé par des artisans expérimentés, travaillant selon un plan préétabli. Les angles des parois et du plafond sont maintenus avec une précision qui implique l'utilisation d'instruments de mesure, probablement des fils à plomb et des niveaux à eau, outils standards de l'ingénierie antique. Cette précision technique est cohérente avec les standards de construction ptolémaïque observés dans d'autres contextes, notamment dans les soubassements du Sérapéum d'Alexandrie et dans les carrières de Mons Claudianus. Un aspect particulièrement notable de la géographie interne du tunnel concerne la présence de niches taillées dans les parois à intervalles réguliers. Ces niches d'environ 30 cm de profondeur pour une largeur similaire sont positionnées à une hauteur compatible avec le placement de lampes à huile. Leur régularité et leur distribution uniforme suggèrent qu'elles faisaient partie du plan original de la structure, et non qu'elles furent ajoutées ultérieurement. Dans les complexes funéraires égyptiens, des niches analogues sont fréquemment utilisées pour abriter des lampes lors des rituels d'accompagnement funèbre ou pour recevoir des statuettes votives. Dans les infrastructures hydrauliques, en revanche, de telles niches n'ont pas de fonction évidente et sont rarement observées. L'ensemble de ces caractéristiques, profondeur, dimension, profil uniforme, direction, technique de creusement et niche pariétale, forment un tableau qui résiste à une explication fonctionnelle unique et simple. Les ingénieurs hydrauliciens consultés par l'équipe de Martinez ont exprimé des réserves sur l'interprétation du tunnel comme simple infrastructure d'adduction d'eau. Les archéologues spécialisés dans l'architecture funéraire ptolémaïque ont, de leur côté, noté des similarités avec des structures de circulation souterraine associées à des contextes rituels. Ces positions divergentes reflètent un état réel de l'incertitude analytique, qui ne pourra être résolu que par la poursuite des fouilles dans les sections encore inexplorées de la structure. La dynastie ptolémaïque a hérité de deux traditions d'ingénierie distinctes et les a combinées de manière systématique tout au long de son règne. La première tradition est égyptienne, portant plusieurs millénaires d'expérience dans la taille de la pierre, la construction de complexes souterrains et la gestion des structures funéraires à grande échelle. La seconde est grecque, apportant les développements hellénistiques en matière de mécanique, d'hydraulique et de planification urbaine. La synthèse de ces deux traditions sous les Ptolémées a produit un style architectural et ingénieur distinctif, documenté dans les grands chantiers de la période, le musée et la bibliothèque d'Alexandrie, le Sérapéum, le phare de Pharos et les nombreux temples construits ou agrandis tout au long de la période lagide. Ce que l'on sait de l'ingénierie souterraine ptolémaïque provient principalement de trois types de sources. Les sources textuelles, Strabon, Diodore de Sicile, Philon de Byzance, décrivent certains grands ouvrages de la période sans toujours fournir les détails techniques nécessaires à une reconstitution précise. Les sources archéologiques,
Fouilles de sites spécifiques, relevés de structures conservées, permettent d'observer directement les méthodes et les matériaux employés. Enfin, les sources papyrologiques, essentiellement des documents administratifs et comptables trouvés en Égypte, fournissent peu des informations sur l'organisation des chantiers, les métiers impliqués et les ressources mobilisées. La combinaison de ces trois types de sources permet de dresser un portrait relativement précis des capacités techniques de l'ingénierie ptolémaïque. Dans le domaine de l'architecture souterraine, les Ptolémées antibéés ont développé plusieurs types de structures distincts selon leurs fonctions. Les citernes et les systèmes de collecte des eaux de pluie constituent la catégorie la mieux documentée. Alexandrie, ville côtière sans fleuve ni source intérieure significative, dépendait entièrement de ses réserves d'eau souterraines. Le système de citernes alexandrins, dont certaines parties sont encore visibles aujourd'hui sous la ville moderne, représente un réseau d'une ampleur remarquable. Ces structures présentent des caractéristiques techniques standardisées. Voûtes en berceau ou en ogive selon les périodes, piliers de soutien régulièrement espacés, enduits hydrauliques imperméabilisant les parois. Leur conception obéit à des contraintes fonctionnelles précises liées au stockage et à la distribution de l'eau. Les structures non-funéraires souterraines ptolémaïques, moins nombreuses mais architecturalement plus élaborées, présentent des caractéristiques très différentes. La nécropole de Kom el-Shougafa à Alexandrie, bien que datant principalement de la période romaine, intègre des éléments ptolémaïques dans ses couches les plus profondes. Elle illustre la manière dont les artisans de cette tradition combinaient en les motifs décoratifs égyptiens, colonnes atoriques, frises de cobra, scènes d'ouverture de la bouche, avec les techniques de construction hellénistiques. Les couloirs d'accès aux chambres funéraires descendent selon des pentes calculées, les seuils sont taillés avec précision pour permettre le passage de sarcophages et les espaces intérieurs sont dimensionnés en fonction du mobilier funéraire attendu. Ces paramètres fonctionnels permettent d'établir des critères de distinction entre une structure de circulation funéraire et une structure hydraulique. La pente d'un couloir funéraire est généralement modérée et constante, facilitant le déplacement de charges lourdes. La pente d'un tunnel hydraulique, en revanche, est calculée pour assurer un écoulement gravitaire efficace et peut varier en fonction de la topographie. Les parois d'un couloir funéraire sont généralement traitées avec soin, parfois enduites ou décorées. Les parois d'un conduit hydraulique sont fonctionnelles et peuvent présenter des irrégularités sans que cela compromette leur efficacité. La présence ou l'absence de niches, de seuils, de chambres latérales et de dispositifs de fermeture contribue également à la distinction entre ces deux catégories. Appliqués au tunnel de Taposiris Magna, ces critères produisent des résultats partiellement contradictoires. La pente documentée dans les sections explorées est modérée et relativement constante, ce qui est compatible avec un couloir de circulation mais n'exclut pas une fonction hydraulique de drainage lent. Les parois présentent un traitement soigné sans enduit hydraulique apparent, ce qui est moins cohérent avec une fonction de stockage ou de transport de l'eau. Les niches régulièrement espacées n'ont pas d'équivalent fonctionnel évident dans les infrastructures hydrauliques ptolémaïques connues. L'absence de tranchée inférieure pour le passage d'un conduit, tel qu'on l'observe dans les tunnels hydrauliques grecs et hellénistiques, est également un écart par rapport au modèle standard. Il faut cependant introduire une nuance importante dans cette analyse comparative. L'ingénierie ptolémaïque n'était pas monolithique. Des variations régionales et chronologiques significatives ont été documentées. Les chantiers réalisés dans la région d'Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère diffèrent techniquement de ceux réalisés en Haute-Égypte au 1er siècle avant notre ère. L'influence de la tradition égyptienne indigène était plus prononcée dans les sites du sud, tandis que les influences grecques et orientales dominaient en tête davantage dans le delta. Taposiris Magna, site côtier de la région alexandrine, se trouve dans une zone où ces influences étaient les particulièrement mêlées. Ces structures souterraines pourraient donc refléter des solutions hybrides qui ne correspondent exactement à aucun des modèles documentés ailleurs. Un autre aspect de l'ingénierie ptolémaïque pertinent pour cette analyse concerne les chantiers menés sous le règne de Cléopâtre VII elle-même. Les sources documentent plusieurs projets architecturaux initiés ou complétés sous son règne, notamment des travaux dans les temples de Dendera et d'Edfou, ainsi que des aménagements dans le complexe palatial d'Alexandrie. Ces projets révèlent une cour royale capable de mobiliser des ressources techniques et humaines importantes et disposant d'ingénieurs formés aux deux traditions de construction. La réalisation d'un complexe souterrain élaboré à Taposiris Magna, si elle fait confirmer,
s'inscrirait dans ce contexte de capacité technique avérée. La question de la datation précise du tunnel reste ouverte. Les méthodes de datation directe applicables à la taille de la pierre, thermoluminescence des surfaces exposées, analyse des mortiers ci présents, n'ont pas encore produit de résultats publiés. La datation repose pour l'instant sur des critères stratigraphiques, la position du tunnel par rapport aux couches archéologiques datées et la relation entre la structure souterraine et les murs de fondation du temple dont la période de construction est mieux connue. Ces critères indiquent une date compatible avec la période ptolémaïque tardive, mais la fourchette reste large, couvrant potentiellement plusieurs siècles. Déterminer si le tunnel fut construit sous Cléopâtre VII, sous ses prédécesseurs immédiats, ou à une période encore antérieure constitue l'un des objectifs prioritaires des prochaines campagnes de fouilles. L'architecture souterraine du monde hellénistique constitue un champ d'études relativement récent, qui a bénéficié dans les 2 dernières décennies de nouvelles fouilles et de l'application de techniques d'investigation non invasives. Les résultats de ces recherches permettent d'établir une cartographie des pratiques souterraines dans les royaumes issus de la conquête d'Alexandre. Cartographie qui fournit un contexte indispensable à l'évaluation du tunnel de Taposiris Magna. Ce contexte révèle à la fois la diversité des solutions architecturales adoptées dans différentes régions et l'existence de constantes techniques qui transcendent les frontières politiques de la période hellénistique. La Macédoine, foyer originel de la dynastie ptolémaïque, fournit le premier ensemble de parallèles pertinents. Les tombes royales de Vergina, fouillées maintenant par Manolis Andronikos à partir de 1977, ont révélé une tradition d'architecture funéraire souterraine d'une sophistication remarquable. Ces structures, datant du IVe siècle avant notre ère, combinent des couloirs d'accès en pente douce, des antichambres à voûtes en berceau et des chambres funéraires principales dont les dimensions et la décoration reflètent le statut des défunts. Les façades de certaines tombes imitent l'architecture des temples, transposant sous terre les codes visuels de la monumentalité publique. Cette transposition est théologiquement significative. Elle marque l'espace souterrain comme un lieu de continuité entre le monde des vivants et celui des morts, et non comme une simple cavité de stockage. La tradition funéraire macédonienne fut transportée en Égypte par les premiers Ptolémées, qui l'adaptèrent aux contraintes locales et aux exigences de la théologie égyptienne. Le résultat de cette hybridation est visible dans plusieurs complexes funéraires alexandrins, où les éléments macédoniens, façades à pilastres, voûtes en berceau, antichambres, coexistent avec des éléments égyptiens. Inscriptions hiéroglyphiques, motifs osiriens, sarcophages en granit. Cette hybridation n'est pas superficielle. Elle reflète une synthèse réfléchie des 2 systèmes théologiques, dans laquelle le défunt accède simultanément à la résurrection selon le modèle osirien et à l'héroïsation selon le modèle grec. Les sites de la côte anatolienne fournissent un second ensemble de parallèles. À Halicarnasse, le mausolée érigé pour le roi Mosol au IVe siècle avant notre ère représentait une tentative de monumentalisation de la tombe royale à une échelle sans précédent dans le monde grec. Bien que ces soubassements fussent en partie souterrains, sa principale innovation architecturale résidait dans sa superstructure. Plus pertinent pour la comparaison avec Taposiris Magna sont les complexes funéraires rupestres de Lycie, dans la même région, où des tombes de chefs locaux furent entaillées directement dans la roche des falaises bodone-côtières. Ces structures présentent des couloirs d'accès, des chambres funéraires multiples et parfois des systèmes de fermeture élaborés. Leur position côtière et leur taille, dans le substrat rocheux calcaire, offrent une analogie topographique directe avec le tunnel de Taposiris Magna. En Syrie et en Phénicie, les royaumes hellénistiques ont développé une tradition de tombes en hypogée, creusées sous les nécropoles urbaines. Les hypogées, les tongées de Sidon et de Tyr, datant des 3e et 2e siècles avant notre ère, illustrent une organisation spatiale complexe avec des puits d'accès verticaux débouchant sur des galeries horizontales, des loculi taillés dans les parois pour recevoir les sarcophages et des espaces de rituels collectifs. La dimension collective de ces espaces est notable. Contrairement aux tombes royales macédoniennes, conçues pour un individu ou une famille restreinte, les hypogées phéniciens pouvaient accueillir plusieurs dizaines de défunts liés par des liens claniques ou professionnels. Ce modèle collectif contraste avec ce que l'on attendrait d'une tombe royale ptolémaïque, mais il illustre la diversité des usages possibles d'une infrastructure souterraine dans le contexte hellénistique. Un tunnel de grande longueur n'est pas nécessairement associé à une seule sépulture.
Il peut constituer l'axe organisateur d'un complexe funéraire dans lequel plusieurs espaces sont accessibles depuis le couloir principal. Cette observation modifie légèrement l'interprétation possible du tunnel de Taposiris Magna. Même si la tombe de Cléopâtre n'était pas le but terminal de la structure, celle-ci pourrait appartenir à un complexe funéraire ptolémaïque d'envergure dont la reine faisait partie, aux côtés d'autres membres de la famille royale ou de personnages importants de la cour. Le monde ptolémaïque lui-même fournit des parallèles internes significatifs. À Memphis, le Sérapéum comprend un réseau de galeries souterraines d'une longueur totale de plusieurs centaines de mètres, creusées pour abriter les sarcophages des taureaux Apis sacrés. Ces galeries, dont les sections les plus profondes datent de la basse époque et furent étendues sous les Ptolémées, présentent une organisation spatiale rigoureuse avec des loculi latéraux de taille standardisée et des couloirs principaux suffisamment larges pour le transport des sarcophages monumentaux. Le projet architectural du Sérapéum de Memphis montre que les ingénieurs ptolémaïques étaient parfaitement capables de concevoir et de réaliser des tunnels d'une longueur et d'une complexité comparables à celle du tunnel de Taposiris Magna. À Alexandrie même, le Sérapéum local, distinct de celui de Memphis, comprenait également des structures souterraines dont les vestiges ont été partiellement explorés au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ces explorations, réalisées dans des conditions méthodologiques éloignées des standards modernes, ont livré des descriptions de couloirs, de niches et de chambres dont l'interprétation reste incertaine. Ce qui est acquis, c'est que le principal sanctuaire alexandrin comportait une composante souterraine, non négligeable, confirmant que l'association entre culte divin, espace souterrain et pratique chant funéraire était structurelle dans l'architecture religieuse ptolémaïque. L'ensemble de ces parallèles dessine un tableau dans lequel le tunnel de Taposiris Magna n'est pas une anomalie architecturale inexplicable, mais l'expression d'une tradition bien établie d'ingénierie souterraine associée à des fonctions religieuses et funéraires dans le monde hellénistique et ptolémaïque. Ce qui reste spécifique à ce site, c'est la combinaison de la longueur documentée du tunnel, de sa direction vers la mer, et de son association avec un sanctuaire osirien de premier ordre. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut trouver des parallèles dans d'autres contextes. Leur combinaison en un seul site est moins commune et justifie l'attention particulière que l'équipe de Martinez a accordée à cette structure depuis sa découverte. Kathleen Martinez est une figure atypique dans le monde de l'archéologie égyptologique. Avocate de formation, spécialisée dans le droit international, elle a développé un intérêt pour les questions historiques liées à Cléopâtre VII qui l'a conduite à reformuler progressivement sa carrière professionnelle. Son hypothèse centrale, développée sur plusieurs années avant le début des fouilles à Taposiris Magna, repose sur une lecture croisée des sources antiques, de la géographie sacrée ptolémaïque et de la logique politique du règne de Cléopâtre. Cette hypothèse a été accueillie avec scepticisme par une partie de la communauté académique lors de sa formulation initiale et continue de faire l'objet de débats significatifs malgré les résultats des fouilles. Le cœur de la thèse de Martinez est le suivant. Cléopâtre VII a délibérément choisi Taposiris Magna comme site de sa sépulture pour des raisons qui dépassent la simple contingence géographique. Ce choix aurait été motivé par la cohérence entre son identité royale, construite autour de la figure d'Isis, et la fonction religieuse du site comme sanctuaire d'Osiris. Dans la mythologie égyptienne, Isis retrouve le corps démembré d'Osiris et le reconstitue pour lui permettre de ressusciter. Cette narrative de recherche, de reconstitution et de renaissance est au cœur du culte osirien. En choisissant d'être inhumée dans le principal sanctuaire osirien de la région alexandrine, Cléopâtre aurait placé sa mort et sa résurrection symbolique dans le cadre de ce mythe fondateur, affirmant par là même une continuité entre son règne terrestre et une existence post-mortem divine. Martinez soutient également que ce choix aurait eu une dimension politique calculée. En 30 avant notre ère, avec la conquête romaine imminente, la pérennité de la mémoire ptolémaïque était menacée. Un mausolée situé dans le complexe palatial d'Alexandrie risquait d'être contrôlé, réaffecté ou détruit par les nouveaux maîtres de l'Égypte. Un site religieux situé en dehors de la capitale, intégré à un sanctuaire bénéficiant d'une vénération populaire profondément enracinée, offrait une protection symbolique et pratique plus durable.
La fonction cultuelle du site aurait agi comme un bouclier contre la destruction délibérée, car toucher à un sanctuaire osirien aurait représenté un sacrilège aux yeux de la population égyptienne, quelle que soit l'autorité politique au pouvoir. Cette argumentation, bien que logiquement cohérente, repose sur plusieurs hypothèses qui ne sont pas directement vérifiables à partir des sources disponibles. La première était que Cléopâtre avait suffisamment de temps et de liberté d'action dans ses derniers mois pour organiser et financer la construction d'un complexe funéraire à Taposiris Magna. Les sources antiques décrivent la période finale de son règne comme une phase de désintégration politique rapide, avec des désertions militaires successives et une pression romaine croissante. Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure ces circonstances auraient permis ou empêché la réalisation de grands travaux souterrains à 45 km d'Alexandrie. La seconde hypothèse, non vérifiée, est que le tunnel découvert en 2022 est effectivement lié au projet funéraire royal, et non à une infrastructure antérieure ou postérieure sans connexion avec Cléopâtre. Martinez avance que la datation stratigraphique du tunnel n'est compatible avec la période ptolémaïque tardive, mais elle reconnaît que la précision de cette datation reste insuffisante pour exclure d'autres périodes. Si le tunnel fut construit sous un règne ptolémaïque antérieur, Ptolémée VIII ou Ptolémée XII par exemple, son association avec la sépulture de Cléopâtre dépendrait de la décision de cette dernière d'utiliser une infrastructure préexistante, ce qui est théoriquement possible mais non démontré. La troisième hypothèse concerne la continuité entre le tunnel et une chambre funéraire encore non localisée. Martinez postule que le tunnel mène vers un espace funéraire principal situé au-delà de la zone actuellement explorée, potentiellement dans la zone côtière ou sous-marine. Cette postulation est cohérente avec la direction générale du tunnel, mais elle reste une projection sur une zone non fouillée. L'archéologie exige la distinction rigoureuse entre ce qui est documenté et ce qui est inféré. Martinez est consciente de cette distinction et la formule clairement dans ses publications, mais la couverture médiatique de ses travaux a parfois estompé cette nuance, présentant la thèse comme plus avancée qu'elle ne l'est techniquement. Ce que la thèse de Martinez a apporté de concret au débat scientifique, indépendamment de sa vérification finale, c'est un cadre interprétatif qui a organisé et orienté les fouilles de manière productive. La décision de creuser dans les soubassements du temple, plutôt que de se concentrer sur les structures en élévation, a directement conduit à la découverte du tunnel. La décision de suivre la direction de ce tunnel vers la zone côtière a orienté les explorations sous-marines dans des zones spécifiques. Ces choix méthodologiques, guidés par une hypothèse théorique précise, ont produit des résultats archéologiques concrets, même si ces résultats ne confirment pas encore de manière décisive la thèse centrale. La méthode de Martinez illustre une tension classique en archéologie entre les fouilles exploratoires non orientées, qui présentent l'avantage de ne pas laisser une hypothèse biaiser l'interprétation, et les fouilles hypothético-déductives, qui utilisent une théorie préalable pour orienter les efforts vers les zones les plus susceptibles de livrer des résultats significatifs. Dans un site aussi vaste et complexe que Taposiris Magna, où les ressources de fouilles sont limitées et où une exploration exhaustive est impossible, le choix d'une approche hypothético-déductive était probablement inévitable. La question est de savoir si l'hypothèse choisie était la plus productive parmi les alternatives disponibles et si les résultats obtenus jusqu'à présent la soutiennent suffisamment pour justifier la poursuite des investissements dans cette direction. Les réponses à ces questions dépendent en partie de données qui n'ont pas encore été publiées. L'équipe de Martinez annonce des analyses en cours sur les sédiments du tunnel, les artefacts récupérés dans ses premières sections et les résultats des explorations géophysiques de la zone côtière. Ces données, une fois disponibles, permettront d'évaluer avec plus de précision la solidité de la thèse. En attendant, elle reste une hypothèse stimulante et méthodologiquement productive, soutenue par des indices convergents mais non encore par des preuves directes de la présence d'une sépulture royale. La réception de la thèse de Martinez par la communauté internationale des égyptologues et des archéologues spécialisés dans la période hellénistique a été nuancée, et dans plusieurs cas explicitement critique. Ces objections ne portent pas toutes sur les mêmes aspects de la thèse, et leur examen permet de distinguer les critiques méthodologiques des désaccords interprétatifs, deux catégories qui appellent des réponses différentes. La première catégorie d'objections concerne le cadre théorique général. Plusieurs chercheurs ont contesté l'idée que Cléopâtre aurait pu ou voulu organiser sa sépulture à Taposiris Magna.
L'archéologue britannique Sally Ann Ashton, spécialiste des représentations de Cléopâtre, a souligné que les sources antiques plaçaient en ce le mausolée de la reine dans le périmètre immédiat du palais royal d'Alexandrie, et que rien dans ces textes ne suggère un emplacement extérieur à la ville. Plutarque, dans sa Vie d'Antoine, décrit Cléopâtre se réfugiant dans son mausolée alors que les combats se rapprochaient d'Alexandrie, ce qui implique une structure accessible rapidement depuis le palais, pas un site situé à 45 km de distance. Cette objection textuelle est peut-être la plus solide adressée à la thèse de Martinez. Elle repose sur une lecture directe des sources primaires les plus détaillées disponibles pour la fin du règne de Cléopâtre. Martinez répond à cette objection en distinguant deux choses: le mausolée mentionné par Plutarque, où Cléopâtre se barricada dans ses derniers séjours, et la tombe définitive où elle fut effectivement inhumée. Ces deux lieux pourraient sans ne pas être identiques. La tradition funéraire royale dans diverses cultures permet des cas où le corps d'un souverain est temporairement placé dans un espace accessible avant d'être transféré vers sa sépulture définitive plus éloignée. Cette distinction est théoriquement possible, mais difficile à étayer sur la base des sources disponibles qui ne font pas clairement cette distinction. La deuxième catégorie d'objections porte sur la méthodologie des fouilles elles-mêmes. Certains archéologues ont exprimé des réserves sur la manière dont les artefacts récupérés à Taposiris Magna ont été présentés au public et aux médias. En particulier, les identifications des portraits auscultés comme représentant Cléopâtre et Marc-Antoine ont été jugées hasardeuses par des spécialistes de la sculpture ptolémaïque. Zahi Hawass, ancien directeur du Conseil suprême des antiquités égyptiennes et lui-même archéologue actif sur plusieurs sites égyptiens, a déclaré publiquement que les preuves réunies jusqu'à présent étaient insuffisantes pour affirmer que Taposiris Magna était le site de la tombe de Cléopâtre. Il a souligné que l'identification iconographique des portraits exige un cadre comparatif rigoureux qui n'a pas toujours été explicitement fourni dans les communications de l'équipe de Martinez. La troisième objection concerne la valeur probatoire du tunnel lui-même. Des ingénieurs spécialisés dans les infrastructures hydrauliques antiques ont avancé que la structure pouvait s'expliquer comme partie d'un système de gestion des eaux pluviales ou d'alimentation en eau du sanctuaire, sans qu'il soit nécessaire de postuler une fonction funéraire. La région côtière entre Alexandrie et Taposiris Magna est géologiquement constituée d'un substrat calcaire karstique dans lequel la circulation souterraine de l'eau est un phénomène naturel. Les bâtisseurs ptolémaïques de la région exploitaient et canalisaient régulièrement ces circulations naturelles pour alimenter leurs établissements en eau. Un tunnel creusé vers la mer pourrait donc s'inscrire dans cette logique hydraulique régionale, indépendamment de toute fonction funéraire. Cette objection hydraulique a elle-même suscité des contre-arguments techniques. Les spécialistes de l'ingénierie hydraulique antique qui ont examiné les descriptions publiées du tunnel ont noté l'absence d'enduits imperméabilisants sur les parois, normalement présents dans les structures destinées au transport ou au stockage de l'eau. La profondeur de la structure est également supérieure à ce que nécessiterait un simple drain de surface, et la présence des niches pariétales reste difficile à expliquer dans un contexte purement hydraulique. Ces contre-arguments n'invalident pas définitivement l'hypothèse hydraulique, mais ils démontrent que celle-ci rencontre ses propres difficultés explicatives. Une quatrième ligne de critique concerne la publication scientifique des résultats. Plusieurs chercheurs ont noté que les annonces concernant Taposiris Magna ont souvent été faites lors de conférences de presse ou dans des médias grand public avant d'être soumises à l'examen par les pairs dans des revues académiques spécialisées. Cette séquence inversée, publicité avant publication, est de plus en plus courante dans l'archéologie contemporaine où les pressions institutionnelles et la recherche de financement peuvent inciter les équipes à maximiser la visibilité médiatique de leurs découvertes. Elle soulève néanmoins des questions légitimes sur la robustesse analytique des conclusions présentées, car le processus de révision par les pairs est précisément conçu pour identifier les insuffisances au sens méthodologique et les interprétations excessives avant qu'elles ne soient diffusées comme acquises. La communauté académique internationale ne présente cependant pas un front unanimement sceptique. Plusieurs chercheurs ont estimé que la thèse de Martinez, bien que non encore démontrée, méritait d'être prise au sérieux comme hypothèse de travail. L'égyptologue allemand Günther Dreyer a noté que l'incertitude persistante sur la localisation de la tombe de Cléopâtre justifiait l'exploration de sites alternatifs à Alexandrie.
D'autres spécialistes ont souligné que la qualité et la quantité du mobilier ptolémaïque tardif récupéré à Taposiris Magna étaient suffisamment inhabituels pour mériter une investigation approfondie, indépendamment de la question spécifique de la sépulture royale. Ce débat académique illustre une caractéristique récurrente de l'archéologie des grandes figures historiques: la difficulté de maintenir une séparation nette entre l'investigation scientifique et les dimensions culturelles, médiatiques et politiques de la découverte. Cléopâtre est une figure dont la résonance culturelle contemporaine dépasse de très loin celle de la plupart des souverains antiques. Toute affirmation concernant sa tombe s'inscrit automatiquement dans un contexte de fascination publique intense qui crée des pressions spécifiques sur les chercheurs, leurs institutions et leurs sources de financement. Évaluer objectivement les résultats archéologiques dans ce contexte exige un effort délibéré de distanciation que toutes les parties impliquées dans le débat ne pratiquent pourtant pas avec la même rigueur. Le culte d'Osiris représente l'une des traditions religieuses les plus durables et les plus géographiquement étendues de l'Égypte ancienne. Ses origines remontent à la période prédynastique, et ses traces documentaires apparaissent dès les textes des pyramides du IIIe millénaire avant notre ère. À l'époque ptolémaïque, ce culte avait absorbé et synthétisé des éléments de nombreuses traditions locales et étrangères, tout en conservant ses fonctions théologiques centrales: garantir la résurrection des défunts, assurer la fertilité de la terre et fonder la légitimité du pouvoir royal. Comprendre les implications architecturales de cette théologie est indispensable pour évaluer la signification du site de Taposiris Magna et de ses structures souterraines. Dans la théologie osirienne classique, le corps du dieu est démembré par son frère Seth et dispersé aux quatre coins de l'Égypte. Isis, son épouse, entreprend le rassemblement de ces fragments, les reconstitue et insuffle momentanément la vie à Osiris pour concevoir Horus, leur fils. Osiris devient ensuite le roi éternel des morts, régnant dans le Douwa, le monde souterrain égyptien. Cette structure mythologique implique directement une architecture funéraire spécifique. Le corps du défunt, identifié à Osiris, doit subir un processus de transformation qui le conduit depuis l'état de mortel vers celui de résident permanent du monde souterrain. Cette transformation est accompagnée par des rituels dont la réalisation requiert des espaces architecturaux appropriés. Les temples osiriens égyptiens intégraient généralement des composantes souterraines précisément pour accueillir ces rituels de transformation. À Dendera, dont la construction fut entreprise sous Ptolémée III et continuée jusqu'à l'époque romaine, le complexe souterrain comprend plusieurs cryptes disposées le long des flancs du temple principal. Ces cryptes servaient à conserver des objets rituels d'une importance exceptionnelle. Statues de culte, reliques divines, instruments de rites secrets, et n'étaient accessibles qu'aux prêtres de rang élevé à des moments rituels précis. Leur architecture est spécifiquement adaptée à cette fonction. Couloir étroit limitant l'accès, plafond bas forçant la prosternation, absence de décoration visible aux non-initiés. À Abydos, site traditionnel de l'inhumation mythique d'Osiris, le complexe funéraire est encore plus élaboré. L'Osiréion, construit sous Séti Ier mais réparé et modifié sous les Ptolémées, représente une interprétation architecturale directe du tombeau mythologique du dieu. Sa structure souterraine, entourée d'un canal d'eau symbolisant les eaux primordiales du Noun, combine des éléments de temple, de tombe et de paysage cosmique. L'Osiréion n'était pas une tombe au sens ordinaire du terme, c'était une reconstitution physique du décor mythologique dans lequel s'était éjouée la résurrection d'Osiris. Cette ambition architecturale, reproduire dans la pierre un espace mythologique, est caractéristique de la manière dont les Égyptiens concevaient la relation entre architecture, rituel et cosmologie. À Taposiris Magna, dont le nom même signifie « grande tombe d'Osiris », l'intégration de cette tradition théologique dans l'architecture du site est une hypothèse hautement vraisemblable. Le sanctuaire ne commémorait pas simplement le culte du dieu. Selon certaines traditions locales, dont les sources sont partielles, il aurait marqué l'emplacement d'une relique osirienne spécifique, peut-être une partie du corps du dieu, recueillie dans cette région lors du rassemblement mythologique opéré par Isis. Si cette tradition locale était active à l'époque ptolémaïque tardive, elle conférait au site un caractère sacré particulièrement fort, lié non seulement à la théologie générale du culte osirien, mais à une présence divine littérale dans le substrat même du lieu.
Cette dimension de présence divine localisée est cruciale pour comprendre la logique d'un choix funéraire royal associé à ce site. Dans la pensée religieuse égyptienne, l'efficacité des rites funéraires et la qualité de la résurrection du défunt dépendèrent en partie de la proximité du corps avec des lieux de puissance divine. Être inhumé à Abydos, près de la tombe mythologique d'Osiris, conférait un avantage rituel documenté dans de nombreux textes funéraires. Être inhumé à Taposiris Magna, si le site était perçu comme le lieu de présence d'une relique osirien, offrait une logique analogue. Pour une reine qui s'identifiait publiquement à Isis, être inhumée dans un espace associé à la relique de son époux divin n'aurait pas seulement eu un sens symbolique. Cela aurait représenté une cohérence théologique rigoureuse. Les pratiques cultuelles documentées à Taposiris Magna incluent des cérémonies liées au cycle nilotique et aux mystères osiriens. Ces mystères, pratiqués dans plusieurs sanctuaires égyptiens, reconstituaient rituellement les différentes étapes du mythe osirien. La mort du dieu, la quête d'Isis, la résurrection, le jugement d'Horus. Ils nécessitaient des espaces architecturaux variés, incluant des zones accessibles au public, pour les parties publiques des cérémonies et des zones souterraines ou confinées pour les phases initiatiques réservées aux initiés. La présence d'un tunnel souterrain dans ce type de sanctuaire n'est donc pas architecturalement surprenante en soi. Elle pourrait s'expliquer par la nécessité d'un espace rituel discret séparé de l'espace public du temple. Ce qui introduit une complication dans cette explication purement cultuelle, c'est la longueur documentée du tunnel et sa direction vers la mer. Les espaces rituels des mystères osiriens documentés ailleurs, Abydos, Dendera, Philae, sont généralement des structures discrètes et autonomes, intégrées dans le périmètre du temple, et non de longues galeries s'étendant sur plusieurs centaines de mètres hors de l'enceinte sacrée. L'extension du tunnel au-delà des murs du sanctuaire dans la direction de la côte est difficile à expliquer par la seule logique rituelle des mystères, à moins que la portion extérieure au temple n'ait eu une fonction distincte de la portion intérieure. Cette observation conduit à envisager la possibilité que le tunnel soit une structure composite, dont différentes sections ont servi des fonctions différentes ou ont été construites à des périodes différentes. Une galerie initiale de courte longueur, destinée à des usages rituels à l'intérieur du sanctuaire, aurait pu être ultérieurement prolongée vers la côte pour une fonction distincte, funéraire, hydraulique ou autre. L'archéologie des tunnels antiques présente de nombreux exemples de structures réutilisées et modifiées au fil du temps, dont la configuration finale reflète une accumulation de décisions prises dans des contextes différents plutôt qu'un plan original unique. L'investigation de cette possibilité requiert des datations précises des différentes sections du tunnel, un travail qui reste à accomplir. L'application de méthodes géophysiques non invasives à l'investigation de sites archéologiques complexes a considérablement transformé les pratiques de la discipline au cours des 3 dernières décennies. Ces méthodes permettent de détecter des structures souterraines, sans fouilles physiques, réduisant les risques de destruction des couches archéologiques et permettant une planification plus efficace des interventions de terrain. À Taposiris Magna, plusieurs techniques géophysiques ont été déployées pour cartographier les structures souterraines du site, avec des résultats qui ont directement informé les décisions de fouilles et l'interprétation du tunnel. La prospection par géoradar, Ground Penetrating Radar ou GPR, constitue la méthode la plus couramment utilisée pour la détection de structures souterraines peu profondes. Cette technique envoie des impulsions électromagnétiques dans le sol et analyse les réflexions produites par les interfaces entre matériaux de densité différentes. Les vides souterrains, les murs enterrés et les remblais archéologiques produisent des signatures caractéristiques qui permettent leur localisation et leur dimensionnement approximatif. À Taposiris Magna, des campagnes de prospection GPR ont été réalisées dans l'enceinte du temple et dans les zones adjacentes, révélant un réseau de structures souterraines plus complexes que ce que suggéraient les seules fouilles sophiphysiques. Les résultats publiés de ces prospections indiquent la présence de plusieurs anomalies souterraines dans l'enceinte du sanctuaire, dont certaines correspondent à des structures déjà partiellement connues par les fouilles et d'autres restant encore non identifiées. Parmi ces dernières, plusieurs anomalies de forme allongée, compatibles avec des couloirs ou des tunnels, ont été détectées dans des zones qui n'ont pas encore fait l'objet de fouilles physiques. Ces anomalies fournissent un argument indirect en faveur de la complexité architecturale souterraine du site, mais leur interprétation précise reste incertaine tant que des fouilles de vérification n'ont pas été réalisées.
La tomographie de résistivité électrique constitue une seconde méthode géophysique complémentaire au GPR. Cette technique mesure la résistance du sol au passage d'un courant électrique, créant des images en coupe de la subsurface qui permettent de distinguer des matériaux de composition différentes. Elle est particulièrement efficace pour détecter des vides remplis d'air ou d'eau, des concentrations de matériaux de construction comme la pierre taillée ou le mortier, et des variations dans la composition du sol naturel. Appliquée à Taposiris Magna, elle a confirmé la présence de structures solides à des profondeurs compatibles avec les couches ptolémaïques et détecté des anomalies de résistivité dans la zone côtière qui pourraient correspondre à des structures immergées ou partiellement immergées. La télédétection satellitaire représente une troisième approche, utilisée à une échelle géographique plus large. Des images satellitaires à haute résolution de la région, entre Taposiris Magna et le rivage méditerranéen, ont été analysées pour détecter des modifications topographiques subtiles, pouvant indiquer des structures souterraines proches de la surface. Cette méthode est moins précise que le GPR ou la tomographie électrique pour les structures profondes, mais elle permet une couverture spatiale plus large et peut identifier des patterns architecturaux visibles uniquement à cette échelle. Les analyses disponibles ont identifié des alignements linéaires dans la topographie de la zone côtière qui pourraient correspondre à des murs ou des couloirs enterrés, mais leur interprétation reste préliminaire. Les données sismiques y constituent un aspect distinct de l'investigation géophysique. La région côtière nord-égyptienne est géologiquement active, avec une histoire de séismes et de tsunamis documentés depuis l'Antiquité. L'analyse des archives sismiques historiques et des données géomorphologiques permet d'évaluer dans quelle mesure les structures antiques du site ont pu être affectées par ces événements. Des études publiées indiquent que la région a subi plusieurs épisodes de subsidence et d'affaissement depuis la période ptolémaïque, avec des déplacements verticaux pouvant atteindre plusieurs mètres dans certaines zones. Ces mouvements tectoniques auraient pu modifier l'orientation et la continuité de structures souterraines comme le tunnel, créant des discontinuités ou des effondrements partiels qui compliqueraient en là son exploration et son interprétation. L'état de conservation du tunnel lui-même est partiellement affecté par cette instabilité géologique. Les sections explorées montrent des zones d'effondrement localisées où le plafond s'est partiellement affaissé, probablement sous l'effet combiné du poids des couches sédimentaires supérieures et de sollicitations sismiques. Ces effondrements ont obstrué la progression des fouilleurs dans certaines directions et rendent dans l'exploration des sections plus profondes techniquement complexes. L'équipe de Martinez a utilisé des endoscopes et des caméras robotisées pour explorer certaines sections inaccessibles à pied, obtenant des images partielles qui suggèrent dans la continuation de la structure au-delà des zones d'effondrement. La modélisation tridimensionnelle du sous-sol de Taposiris Magna, réalisée par des ingénieurs géotechniciens en collaboration avec l'équipe archéologique, a produit un modèle préliminaire qui intègre toutes les données disponibles. GPR, tomographie électrique, relevé direct du tunnel, observations sismiques et données de carottage sédimentaire. Ce modèle suggère l'existence d'un réseau souterrain plus étendu que le seul tunnel documenté, avec plusieurs ramifications potentielles dont certaines pourraient s'étendre dans des directions non encore explorées. Cette modélisation reste hypothétique dans ses détails, mais elle constitue un outil précieux pour la planification des prochaines campagnes de fouilles. Une question méthodologique importante, soulevée par l'ensemble de ces données géophysiques, concerne leur résolution et leur fiabilité dans le contexte géologique spécifique de Taposiris Magna. Le substrat calcaire karstique de la région, avec ses vides naturels et ses circulations d'eau souterraine, produit des signatures géophysiques complexes qui peuvent être confondues avec des structures artificielles. La présence de la nappe phréatique côtière à relativement faible profondeur affecte également les mesures de résistivité électrique, introduisant une source d'ambiguïté dans l'interprétation des données. Les géophysiciens impliqués dans l'étude ont signalé ces limitations dans leur rapport, soulignant la nécessité de vérification physique avant de conclure à l'existence de structures spécifiques dans les zones non encore fouillées. Ce cadre de limitation méthodologique n'invalide pas les données géophysiques disponibles, mais il impose une prudence interprétative qui est parfois insuffisamment reflétée dans les communications publiques sur le site. L'intérêt scientifique du tunnel et des anomalies souterraines détectées à Taposiris Magna est réel et justifie la poursuite de l'investigation.
La traduction de cet intérêt en conclusion définitive sur la présence ou l'absence d'une tombe royale requiert cependant des données directes que seules les fouilles physiques des zones concernées pourront fournir. L'une des difficultés centrales de l'investigation sur la tombe de Cléopâtre réside dans la nature même des sources antiques disponibles. Ces sources sont peu nombreuses, chronologiquement distantes des événements qu'elles décrivent, et produites dans des contextes qui influencent leur contenu de manière significative. Une lecture critique de ces textes, qui distingue ce qu'ils affirment directement de ce qu'ils impliquent ou omettent, est indispensable pour évaluer leur pertinence pour la question archéologique posée. Plutarque constitue la source la plus détaillée sur les derniers séjours de Cléopâtre et sur sa mort. Sa vie d'Antoine, rédigée autour de 100 de notre ère, soit environ 130 ans après les événements, compile des sources antérieures dont certaines étaient contemporaines ou proches des faits. Il mentionne un mausolée que Cléopâtre avait fait construire, décrit comme une structure haute et belle qu'elle avait fait élever près du temple d'Isis. Cette dernière précision est importante. Plutarque situe le mausolée près du temple d'Isis, ce qui dans le contexte d'Alexandrie pourrait désigner plusieurs emplacements différents, car Isis possédait plusieurs sanctuaires dans la ville. Il ne dit pas explicitement que le mausolée était dans le complexe palatial, même si la proximité du palais royal est souvent déduite du contexte narratif. Dion Cassius, historien du IIIe siècle de notre ère, offre une version légèrement différente. Il décrit Cléopâtre se rendant dans son monument funéraire pour y rassembler ses trésors, et mentionne qu'elle menaça de les incendier. Sa description du monument comme une structure préparée à l'avance, contenant des quantités importantes de biens précieux, suggère un bâtiment de grande taille et de construction solide. Comme Plutarque, il ne fournit pas de coordonnées géographiques précises qui permettraient de localiser le site. Strabon, contemporain des événements puisqu'il visita Alexandrie vers 25 avant notre ère, seulement 5 ans après la mort de Cléopâtre, offre une description de la ville dans sa géographie. Il mentionne les principaux monuments du quartier royal, le musée, la bibliothèque, le palais, le tombeau d'Alexandre, sans identifier formellement le mausolée de Cléopâtre parmi les structures remarquables du quartier. Cette omission est ambiguë. Elle peut signifier que le mausolée n'était pas visible depuis les axes de circulation que décrit Strabon, qu'il était inclus dans une description générale des tombes royales ptolémaïques, ou simplement qu'il ne faisait pas partie des monuments qu'il choisit de décrire dans sa synthèse. Appien, dans ses Guerres sans civils, fournit quelques détails supplémentaires sur la mort de Cléopâtre, mentionnant qu'elle fut inhumée avec Marc-Antoine dans son tombeau. Cette formulation implique un tombeau commun ou adjacent, ce qui est cohérent avec la description de Plutarque, mais n'ajoute pas d'informations géographiques nouvelles. La mention d'un tombeau partagé est cependant significative. Elle implique que les dispositions funéraires de Marc-Antoine furent également prises en compte dans le choix du site, ce qui pourrait avoir influencé la localisation si les deux personnages avaient des préférences ou des affiliations religieuses différentes à prendre en considération. Ces 4 sources principales partagent plusieurs caractéristiques qui limitent leur utilité directe pour la localisation archéologique. Elles furent toutes rédigées au moins un siècle après les faits pour les plus proches, dans un contexte politique et culturel radicalement différent. Rome impériale avait ses propres raisons de contrôler la mémoire des derniers souverains ptolémaïques. Cléopâtre était une figure politiquement sensible dans la mémoire romaine, à la fois symbole de la décadence orientale selon la propagande augustéenne, et femme d'une intelligence et d'un pouvoir reconnus même par ses adversaires. Les récits de sa mort et de ses funérailles peuvent avoir été façonnés par ces tensions mémoriales de manière difficile à identifier. La question des sources perdues complique encore l'analyse. Plusieurs auteurs anciens avaient rédigé des récits des événements de 30 avant notre ère, dont les œuvres ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Néarque de Crète, contemporain des événements, est mentionné comme source par des auteurs ultérieurs. Des mémoires rédigées par des membres de l'entourage d'Octave, potentiellement porteurs d'informations directes sur les funérailles de Cléopâtre, ne sont connues que par des citations fragmentaires. Cette lacune documentaire signifie que les sources disponibles ne représentent qu'une sélection partielle de ce qui fut écrit, biaisant potentiellement notre compréhension dans des directions difficiles à évaluer. Les papyri égyptiens de la période offrent un complément documentaire de nature différente. Des documents administratifs ptolémaïques et romains anciens, conservés dans les collections de papyrologie, mentionnent des propriétés, des terres et des institutions religieuses dans la région alexandrine.
Certains de ces documents, encore partiellement inexploités dans les grands corpus de papyrologie, pourraient pourtant contenir des informations pertinentes sur des structures ou des propriétés associées à la famille royale ptolémaïque dans la région de Taposiris Magna. L'exploration systématique de ces sources auxiliaires représente un travail de longue haleine qui n'a pas encore été pleinement accompli. Les inscriptions ptolémaïques, en grec et en hiéroglyphes, constituent une source complémentaire précieuse. Les décrets royaux publiés sur des stèles, les dédicaces de temples et les textes votifs fournissent des informations sur les activités royales et les fondations religieuses dans différentes régions d'Égypte. Plusieurs décrets ptolémaïques mentionnent notamment des constructions ou des dotations dans des sanctuaires osiriens régionaux, mais aucun texte publié jusqu'à présent ne nomme explicitement Taposiris Magna dans un contexte funéraire royal. L'absence de telles mentions dans le corpus épigraphique connu est un élément à prendre en compte, bien qu'elle ne soit pas conclusive. De nombreuses décisions administratives royales n'étaient pas publiées sur des stèles et ne laissèrent donc pas de traces épigraphiques. Ce panorama des sources antiques révèle une situation documentaire caractérisée par l'absence de preuves directes, tant en faveur qu'en défaveur de la localisation de la tombe à Taposiris Magna. Les textes disponibles permettent d'affirmer que Cléopâtre fut inhumée dans un mausolée de sa construction, probablement à Alexandrie ou à sa proximité immédiate, aux côtés de Marc-Antoine. Ils ne permettent pas d'exclure un site extérieur à la ville, mais ils ne fournissent aucun indice positif en faveur de Taposiris Magna spécifiquement. Dans ce contexte documentaire lacunaire, la décision de fouiller ce site repose essentiellement sur des arguments architecturaux, théologiques et indiciaires plutôt que sur une base textuelle directe. La localisation et la nature des sépultures royales ptolémaïques constituent un problème archéologique qui dépasse la seule question de la tombe de Cléopâtre. Sur les 15 souverains qui composent la dynastie Lagide, aucune tombe royale n'a été formellement identifiée et fouillée selon les standards de l'archéologie moderne. Cette lacune collective est extraordinaire au regard de l'intensité des recherches conduites à Alexandrie et dans les sites associés à la période ptolémaïque. Elle reflète à la fois les difficultés spécifiques du contexte alexandrin et des particularités de la tradition funéraire ptolémaïque qui méritent un examen détaillé. La tradition des tombes royales ptolémaïques s'articule autour de deux pôles distincts. Le premier est le Sema ou Soma, le mausolée royal alexandrin qui abritait la tombe d'Alexandre le Grand et servit de nécropole dynastique pour les premiers Ptolémées. Ce monument est mentionné par plusieurs sources antiques, Strabon, Dion Cassius, Zénobius, comme l'un des points de référence majeurs de la topographie alexandrine. Des personnages historiques de premier plan, dont Jules César, Marc-Antoine et Auguste lui-même, sont décrits comme s'y étant rendus pour rendre hommage à Alexandre. La continuité de ces visites jusqu'à la période romaine indique que le Soma était une structure encore debout et accessible plusieurs décennies après la mort de Cléopâtre. Pourtant, aucune fouille moderne n'a formellement localisé ce monument. Les hypothèses sur l'emplacement du Soma couvrent une large zone du centre d'Alexandrie. La tradition académique du XIXe et du début du XXe siècle le situait dans la zone de la mosquée du prophète Daniel, dans le centre-ville actuel, sur la base d'une interprétation de sources médiévales arabes décrivant une tombe vénérée dans ce secteur. Des sondages archéologiques réalisés dans cette zone n'ont pas confirmé cette localisation. D'autres chercheurs ont proposé des emplacements plus à l'est, dans la zone du quartier royal correspondant au périmètre du Bruchéon décrit par les sources antiques. Des fouilles ponctuelles dans ce secteur ont livré des structures de la période ptolémaïque sans permettre l'identification du Soma. Le second pôle de la tradition funéraire ptolémaïque est moins bien documenté mais potentiellement plus pertinent pour la question de la tombe de Cléopâtre. Certains membres de la famille royale ptolémaïque semblent avoir été inhumés dans des lieux distincts du Soma, soit parce qu'ils moururent en dehors d'Alexandrie, soit pour des raisons religieuses ou politiques spécifiques. Ptolémée IV Philopator est associé à une tradition qui le fait inhumer dans le palais royal plutôt que dans le mausolée dynastique. Bérénice II est associé à un culte funéraire dans plusieurs sanctuaires distincts de la capitale. Ces variations indiquent que la tradition funéraire ptolémaïque n'était pas uniformément centralisée et pouvait accommoder des choix individuels différents du modèle dynastique standard.
Cette diversité documentée rend théoriquement plausible une sépulture de Cléopâtre dans un lieu distinct du Soma, mais elle ne constitue pas une preuve en faveur de Taposiris Magna spécifiquement. Pour que cette plausibilité théorique se transforme en hypothèse sérieuse, il faudrait idéalement des indices plus directs reliant le site à des préparatifs funéraires royaux. Les artefacts récupérés fournissent ces indices de manière partielle, mais la chaîne logique reste incomplète. La comparaison avec d'autres dynasties hellénistiques est instructive. Les rois de Pergame furent principalement inhumés à Pergame même, dans des structures associées au sanctuaire d'Athéna. Les souverains séleucides présentèrent une plus grande variabilité. Certains furent inhumés à Antioche, leur capitale principale, d'autres dans des sanctuaires régionaux. Les rois de Bithynie adoptèrent des pratiques similaires à celles des Ptolémées, en combinant éléments macédoniens et indigènes dans leur architecture funéraire. Ce panorama dynastique confirme que la dissociation entre capitale politique et lieu de sépulture n'était pas une exception dans le monde hellénistique, mais une pratique connue, motivée par des considérations variables selon les contextes. Un aspect particulièrement sous-exploré de la question des tombes royales ptolémaïques concerne les pratiques funéraires des membres féminins de la famille royale. La documentation disponible se concentre principalement sur les souverains masculins, laissant dans l'ombre les arrangements funéraires des reines, des épouses royales et des princesses. Or, Cléopâtre VII est précisément une souveraine féminine, et ses choix funéraires pourraient obéir à des logiques différentes de celles des rois ptolémaïques. Son identification à Isis, déesse par excellence associée au monde féminin, à la maternité et à la médiation entre les morts et les vivants, pourrait avoir orienté ses préférences funéraires vers des sites osiriens spécifiques plutôt que vers le mausolée dynastique mixte du Soma. La relation entre Marc-Antoine et les choix funéraires de Cléopâtre introduit une complexité supplémentaire. Antoine s'identifiait à Dionysos, divinité grecque que les Ptolémées associaient volontiers à Osiris dans le cadre de leur syncrétisme religieux. Son inhumation aux côtés de Cléopâtre, telle que la rapportent les sources, impliquait donc la coexistence de deux traditions religieuses dans un même espace funéraire. Ce syncrétisme dionysiaque osirien aurait pu trouver une expression architecturale plus aisée dans un sanctuaire osirien dédié à ces combinaisons théologiques que dans un mausolée purement grec ou macédonien. Les recherches en cours sur le site d'Alexandrie elle-même n'ont pas abandonné la piste du Soma. Des programmes d'investigation non invasives, combinant télédétection, cartographie géophysique et analyse des sources historiques médiévales, continuent donc de chercher des indices sur la localisation du mausolée dynastique. Si le Soma était effectivement une structure distincte du mausolée personnel de Cléopâtre, les deux lieux pourraient coexister sans se confondre. Dans ce scénario, la tombe de Cléopâtre à Taposiris Magna et les tombes de ses prédécesseurs au Soma alexandrin ne seraient là pas contradictoires mais complémentaires, reflet d'un choix délibéré de rupture avec la tradition dynastique au profit d'un cadre religieux personnel. Les investigations sous-marines dans les eaux du port d'Alexandrie et de la baie d'Aboukir représentent l'une des branches les plus spectaculaires de l'archéologie ptolémaïque des 30 dernières années. Ces recherches, initiées à grande échelle par l'Institut européen d'archéologie sous-marine dirigé par Franck Gaudiot dans les années 1990, ont transformé la compréhension de la topographie antique de la région alexandrine en révélant l'étendue des structures immergées sous les Sondélias, sous les eaux côtières. Les fouilles de Gaudiot dans le port d'Alexandrie ont mis au jour des vestiges monumentaux d'une ampleur inattendue. Des colonnes, des chapiteaux, des statues colossales, des sphinx, des obélisques et des blocs de fondation de grande dimension ont été localisés sur le fond marin, à des profondeurs généralement comprises entre 5 et 8 mètres sous le niveau actuel de la mer. L'analyse géologique de ces découvertes indique qu'une grande partie du quartier royal antique, incluant des portions du palais et du complexe de l'île d'Antirodos, décrite comme un lieu de résidence de Cléopâtre, est aujourd'hui submergée à la suite des mouvements tectoniques et de l'affaissement du delta depuis l'Antiquité. Le site d'Antirodos, en particulier, a livré des artefacts de la période ptolémaïque tardive qui confirment son utilisation jusqu'aux dernières décennies du royaume. Ces découvertes sous-marines ont une implication directe pour la question de la tombe de Cléopâtre. Si le mausolée mentionné par Plutarque était situé dans le quartier royal, près du palais et du temple d'Isis, et si ce quartier est aujourd'hui en grande partie immergé, alors le mausolée lui-même pourrait se trouver sous les eaux du port Est.
Des explorations ciblées dans les zones adjacentes aux structures palatiales identifiées par Godiot n'ont pas encore permis d'identifier une structure correspondant à un mausolée royal. Cependant, la complexité du site sous-marin, avec ses accumulations sédimentaires, ses fissurations et ses superpositions de couches archéologiques, rend la prospection particulièrement difficile. La piste sous-marine alexandrine et la piste de Taposiris Magna ne sont pas mutuellement exclusives dans l'état actuel des recherches. Elles représentent deux hypothèses concurrentes qui pourraient en théorie être testées simultanément si les ressources le permettaient. En pratique, la complexité logistique et le coût des fouilles sous-marines sont significativement supérieurs à ceux des fouilles terrestres, ce qui concentre les efforts sur des zones prioritaires définies sur la base des indices disponibles. Les anomalies sous-marines détectées dans la zone côtière de Taposiris Magna, si elles s'avèrent correspondre à des structures artificielles en continuité avec le tunnel terrestre, pourraient devenir une priorité pour les fouilles sous-marines futures. La question de la préservation des structures sous-marines dans la région alexandrine est également pertinente. Contrairement à ce que l'on pourrait intuitivement imaginer, l'immersion dans l'eau de mer peut favoriser la préservation des matériaux de construction minéraux, à condition que les conditions sédimentaires soient favorables. Les structures de pierre calcaire récupérées dans le port d'Alexandrie par Godiot présentent généralement un bon état de conservation, avec des inscriptions et des détails sculpturaux encore lisibles après 2 millénaires d'immersion. Si une structure funéraire similaire se trouvait dans les eaux côtières de Taposiris Magna, dans des conditions sédimentaires comparables, son état de conservation pourrait être suffisant pour permettre son identification. Les techniques d'exploration sous-marine disponibles pour ce type d'investigation incluent des sonars à balayage latéral pour la cartographie de surface des fonds marins, des sonars à pénétration de sédiments pour la détection de structures enfouies sous la couche de sédiments et des véhicules sous-marins autonomes équipés de caméras haute définition pour l'inspection visuelle détaillée des zones identifiées comme présentant un intérêt. Ces technologies, combinées à des plongeurs archéologiques pour l'intervention directe sur des structures spécifiques, permettent une investigation systématique de zones sous-marines étendues avec une précision croissante. L'équipe de Martinez a effectué des plongées exploratoires dans les eaux proches du site et a signalé la présence de blocs taillés immergés dans des positions compatibles avec une extension sous-marine du site terrestre. Ces observations préliminaires sont cohérentes avec l'extension du complexe de Taposiris Magna jusqu'à la côte, phénomène commun dans les sites côtiers antiques où les structures portuaires et les jetées prolongeaient le complexe terrestre dans la mer. La question est de savoir si ces structures immergées se limitent à des infrastructures portuaires ou de liaison avec la mer, ou si elles incluent des éléments d'un complexe funéraire. La comparaison avec d'autres sites côtiers hellénistiques investigués par archéologie sous-marine est instructive à cet égard. À Apollonia de Cyrénaïque, en Libye, des fouilles sous-marines ont mis au jour les restes d'un quartier antique partiellement immergé incluant des thermes, des entrepôts et des structures résidentielles. À Caesarea Maritima, en Israël, un port artificiel hérodien remarquablement bien préservé a été localisé sous les eaux côtières. Ces sites illustrent la variété des structures que l'archéologie sous-marine peut révéler et confirment que des complexes architecturaux importants peuvent être préservés dans des conditions d'immersion côtière pendant de longues périodes. Ce que la piste sous-marine ne peut pas fournir dans l'état actuel des recherches, c'est une confirmation ou une infirmation de l'hypothèse centrale sur la tombe de Cléopâtre. Les structures immergées identifiées dans les eaux de Taposiris Magna restent insuffisamment documentées pour être interprétées avec précision. Et les fouilles sous-marines dans le port d'Alexandrie, malgré leur ampleur et leurs résultats spectaculaires, n'ont pas livré de mausolée royal identifiable. Ces deux fronts d'investigation restent ouverts, alimentant simultanément la richesse du débat archéologique et la persistance de l'incertitude fondamentale. L'examen de l'ensemble des théories actuellement en circulation sur la tombe de Cléopâtre révèle un paysage intellectuel dans lequel plusieurs hypothèses plausibles coexistent sans que les données disponibles permettent de les ordonner hiérarchiquement de manière décisive.
Cette situation, loin d'être exceptionnelle en archéologie, est particulièrement prononcée dans ce cas en raison de la combinaison d'une documentation textuelle lacunaire, d'un contexte archéologique complexe et d'une figure historique dont la notoriété génère une attention disproportionnée par rapport aux données disponibles. La première contradiction majeure oppose la thèse de Martinez à la lecture directe des sources antiques. Comme analysé précédemment, Plutarque situe le mausolée de Cléopâtre près du temple d'Isis, dans un contexte narratif qui le place clairement dans la ville d'Alexandrie ou à sa périphérie immédiate. La thèse de Martinez requiert soit de rejeter cette localisation textuelle comme imprécise ou métaphoriquement interprétée, soit de postuler une distinction entre le mausolée dans lequel Cléopâtre se barricada et la tombe définitive à Taposiris Magna. Cette distinction est théoriquement concevable, mais n'est pas explicitement soutenue par les sources disponibles. La théorie de la tombe immergée dans le port d'Alexandrie, soutenue par certains archéologues travaillant sur le site sous-marin de la ville, génère sa propre contradiction interne. Si le mausolée ptolémaïque était dans le quartier royal aujourd'hui immergé, des décennies de fouilles sous-marines intensives auraient non logiquement dû produire des indices de sa présence. L'absence de tels indices après 30 ans d'investigations ciblées ne constitue pas une preuve de l'absence du mausolée. Les conditions sédimentaires peuvent masquer des structures sous d'épaisses couches de dépôt, mais elles affaiblissent l'hypothèse selon laquelle une telle structure serait facilement localisable dans cette zone. La troisième dans l'hypothèse, moins souvent discutée mais non négligeable, est que la tombe de Cléopâtre a été délibérément détruite ou effacée par Octave et ses successeurs. Cette hypothèse repose sur des précédents historiques. La damnatio memoriae, condamnation de la mémoire d'un individu par destruction systématique de ses représentations et de ses monuments, était une pratique connue dans le monde romain. Octave avait de puissantes raisons politiques d'effacer la mémoire de Cléopâtre comme figure de résistance à l'autorité romaine. Si le mausolée fut détruit sur ordre de la nouvelle administration romaine, sa localisation deviendrait archéologiquement non décelable, et la recherche d'une tombe intacte serait vouée à l'échec. Cette hypothèse de destruction délibérée est cependant partiellement contredite par le témoignage de Plutarque et de Dion Cassius, qui rapportent qu'Octave respecta la demande de Cléopâtre d'être inhumée aux côtés de Marc-Antoine. Si cette information est exacte, elle implique qu'Octave n'avait pas l'intention immédiate d'effacer la tombe. Cette décision de respecter les funérailles peut toutefois avoir été révisée par la suite, sous la pression des impératifs politiques de la consolidation du pouvoir augustéen. La distance chronologique entre les événements et la rédaction des sources disponibles rend impossible de distinguer ce qui fut effectivement respecté de ce qui fut ultérieurement modifié. Les contradictions entre les théories s'étendent également à l'interprétation du matériel archéologique de Taposiris Magna lui-même. L'équipe de Martinez interprète la concentration d'artefacts ptolémaïques tardifs sur le site comme l'indice d'une présence royale ou d'une connexion directe avec la cour de Cléopâtre. Ces critiques soulignent que des sites religieux régionaux d'une certaine importance recevaient régulièrement des donations royales, des portraits officiels et des monnaies frappées à l'effigie des souverains, sans que cela implique une connexion funéraire spécifique. La présence de ces artefacts à Taposiris Magna témoigne d'une relation entre le site et la cour ptolémaïque, mais ne permet pas de qualifier la nature précise de cette relation. L'interprétation du tunnel lui-même fait l'objet de contradictions techniques non résolues. Les partisans d'une fonction hydraulique et les partisans d'une fonction funéraire ou rituelle s'appuient sur des caractéristiques partiellement différentes de la même structure pour soutenir leurs positions respectives. Cette divergence n'est pas simplement rhétorique, elle reflète une incertitude analytique réelle, liée à l'état partiel de l'exploration et à l'absence de parallèles exactement comparables dans le corpus archéologique connu. Résoudre cette contradiction requiert des données nouvelles, notamment la poursuite de l'exploration vers les sections non encore atteintes, plutôt qu'une simple révision des interprétations existantes. Une contradiction d'un type différent concerne la relation entre la découverte de 2022 et les interprétations antérieures du site. Certains archéologues qui avaient initialement soutenu l'hypothèse de Martinez sur la base des fouilles précédentes ont progressivement modéré leur enthousiasme à mesure que les preuves directes d'une sépulture royale ne se matérialisaient pas. D'autres, initialement sceptiques, ont considéré que la découverte du tunnel justifiait un regard plus ouvert sur l'hypothèse centrale.
Ces évolutions de position illustrent le caractère dynamique du débat scientifique et la sensibilité des interprétations archéologiques aux nouvelles données. La contradiction entre la visibilité médiatique de la thèse et son degré de confirmation scientifique mérite également d'être examinée. La couverture internationale de la découverte du tunnel en 2022 a présenté dans de nombreux cas des titres et des formulations qui suggéraient une confirmation imminente ou partielle de la localisation de la tombe, alors que les archéologues impliqués étaient généralement plus prudents dans leurs déclarations directes. Cet écart entre le langage médiatique et le langage scientifique crée une perception publique de l'avancement de la recherche qui ne correspond pas nécessairement à son état réel. Il influence également les attentes placées sur la Missile Martor sur les prochaines campagnes de fouilles, créant une pression implicite vers des résultats spectaculaires qui peut être difficile à concilier avec la temporalité lente et souvent décevante de l'investigation archéologique. Ces contradictions multiples, entre sources textuelles et hypothèses de localisation, entre différentes théories alternatives, entre interprétation technique du tunnel et entre visibilité médiatique et prudence scientifique, dessinent le contour exact de l'incertitude actuelle. Elle ne signifie pas que la question est irrésoluble, mais qu'elle ne sera résolue que par un ensemble convergent de nouvelles données directes, dont aucune n'est encore disponible dans l'état actuel de la recherche. La découverte du tunnel sous Taposiris Magna modifie le paysage de la recherche sur la tombe de Cléopâtre de manière significative, sans pour autant résoudre les questions fondamentales qui ont motivé cette recherche pendant des décennies. Évaluer ce que cette découverte change réellement et ce qu'elle laisse intouché permet de situer avec précision l'état actuel de la connaissance et les perspectives réalistes pour les années à venir. Ce qui change de manière certaine, c'est la crédibilité de Taposiris Magna comme site d'investigation prioritaire dans la question de la tombe de Cléopâtre. Avant la découverte du tunnel, le site était considéré par une grande partie de la communauté académique comme une hypothèse intéressante mais secondaire, fondée principalement sur des arguments théologiques et sur la présence d'artefacts ptolémaïques tardifs. La présence d'une structure souterraine d'ingénierie complexe, s'étendant sur plusieurs centaines de mètres en direction de la côte, élève le site au rang de candidat sérieux, méritant des investissements de recherche proportionnels à son potentiel. Cette réévaluation du statut du site est un résultat concret de la découverte, indépendamment de la question de la tombe royale. Ce qui change également, c'est la compréhension de l'architecture du complexe de Taposiris Magna lui-même. Avant les fouilles des 2 dernières décennies, le site était documenté principalement par ses structures en élévation, les murs d'enceinte, les tours, les vestiges du temple principal. La révélation de sa composante souterraine modifie substantiellement cette image, faisant apparaître un site beaucoup plus complexe et potentiellement plus important que ce que suggéraient les seules structures visibles. Cette complexité souterraine est un résultat archéologique significatif en soi, qui enrichit la compréhension de l'architecture religieuse ptolémaïque dans la région côtière ouest d'Alexandrie. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la nécessité d'une preuve directe pour confirmer l'hypothèse centrale. La présence d'un tunnel sophistiqué est compatible avec l'existence d'un complexe funéraire royal, mais elle n'en constitue pas la démonstration. Des tunnels comparables ont été construits dans des contextes où aucune sépulture royale n'était impliquée. L'accumulation d'indices compatibles avec une hypothèse ne remplace pas la découverte d'un élément directement probant. Une chambre funéraire, des inscriptions nominatives, du mobilier funéraire royal identifiable. Tant que ces éléments ne sont pas mis au jour, l'hypothèse de Martinez reste une hypothèse, aussi bien étayée soit-elle par les données indirectes disponibles. Les perspectives pour les prochaines campagnes de fouilles sont conditionnées par plusieurs facteurs pratiques. L'accès aux sections encore inexplorées du tunnel dépend de la résolution des problèmes techniques posés par les effondrements partiels et par la progression vers des zones potentiellement immergées. Des solutions d'ingénierie permettant de sécuriser les sections effondrées et de poursuivre l'exploration vers la côte doivent être développées et mises en œuvre, nécessitant des ressources techniques et financières qui dépassent celles d'une fouille archéologique standard. La coordination entre l'équipe archéologique et des spécialistes en génie civil et en exploration sous-marine est donc une condition préalable au progrès dans cette direction. L'exploration des anomalies détectées dans la zone côtière et sous-marine adjacente au site représente un second front d'investigation.
Les techniques d'archéologie sous-marine disponibles permettront, dans les prochaines années, de cartographier avec plus de précision les structures immergées dans les eaux proches de Taposiris Magna et d'évaluer leurs relations éventuelles avec le tunnel terrestre. Ces campagnes sous-marines nécessitent des autorisations spécifiques des autorités égyptiennes et une logistique particulière, mais elles sont techniquement réalisables dans le cadre de programmes de recherche internationales bien organisés. La publication complète des données déjà recueillies représente également un objectif scientifique urgent. Une partie significative des résultats des fouilles de Taposiris Magna n'a pas encore été publiée dans des revues scientifiques à comité de lecture, limitant la capacité de la communauté académique à évaluer indépendamment les interprétations proposées. Cette lacune publication est courante dans les fouilles en cours, où les équipes consacrent l'essentiel de leurs ressources au travail de terrain plutôt qu'à la rédaction et à la publication systématique des résultats. Elle crée cependant un déficit de transparence qui nuit à la crédibilité scientifique du projet et alimente les scepticismes, parfois légitimes, sur la solidité des interprétations avancées. La question de la datation précise du tunnel reste l'un des éléments les plus urgents à résoudre. Des analyses de thermoluminescence de carbone 14 sur des matériaux organiques éventuellement présents dans les sédiments du tunnel et d'archéomagnétisme sur les matériaux de construction permettraient de situer la construction dans un intervalle chronologique plus étroit. Si ces analyses indiquaient une construction postérieure à la période ptolémaïque, l'hypothèse d'une connexion avec la tombe de Cléopâtre devrait être abandonnée. Si elles confirmaient une datation ptolémaïque tardive compatible avec le règne de Cléopâtre VII ou de ses prédécesseurs immédiats, elles renforceraient significativement la plausibilité de la thèse centrale. Au-delà de la question spécifique de la tombe de Cléopâtre, la découverte du tunnel de Taposiris Magna pose des questions plus larges sur l'état de nos connaissances concernant l'architecture et les pratiques funéraires de l'Égypte ptolémaïque tardive. La persistance d'une lacune aussi fondamentale, l'impossibilité de localiser la tombe de la dernière souveraine ptolémaïque, après des siècles d'érudition et des décennies de fouilles systématiques, illustre les limites de notre compréhension de cette période pourtant abondamment documentée par les sources textuelles. Ces limites ne sont pas seulement le résultat des destructions accumulées par le temps, elles reflètent également des angles morts méthodologiques, des présupposés sur la localisation probable des sépultures royales qui ont orienté les recherches vers certaines zones au détriment d'autres. La leçon méthodologique la plus durable de cette investigation est peut-être celle-ci. Les sites considérés comme secondaires ou périphériques dans la géographie archéologique d'une période peuvent receler des informations capitales pour la compréhension des questions centrales de cette période. Taposiris Magna, traité pendant longtemps comme un sanctuaire régional d'importance limitée, révèle progressivement une complexité architecturale et une densité de mobilier ptolémaïque qui imposent une réévaluation de son rôle dans la géographie religieuse et funéraire de l'Égypte lagide. Que cette réévaluation conduise ou non à la découverte de la tombe de Cléopâtre, elle constitue en elle-même un résultat archéologique de premier ordre qui justifie amplement les investissements consentis dans l'investigation du site. Ce qui demeure sans réponse, finalement, c'est la question qui a déclenché toute l'investigation. Où repose Cléopâtre VII ? Le tunnel de Taposiris Magna a ouvert une nouvelle direction dans la recherche de cette réponse. Il n'a pas fourni la réponse elle-même. Et c'est précisément dans cet espace entre la question persistante et les indices nouveaux que réside l'état actuel de l'une des enquêtes archéologiques les plus fascinantes de notre époque.